le soir, un magazine et une bière à portée de main. Mais pas à 7 heures du soir, ce n'était pas son style. Et puis il y avait vu cette histoire de bouquin. Il aurait dû en être ravi, mais non. Pour des raisons obscures qu'elle ne comprenait pas, ces livres l'avaient bouleversée et déprimée. 3 mois avant cette épouvantable nuit, Stanley avait découvert que l'un de ses amis d'enfance était devenu écrivain, mais pas un véritable écrivain, avait expliqué Patricia à sa mère, mais un romancier. William Denbrough, lisait-on sur la couverture, mais Stanley l'appelait parfois Bill le Bègue. Stan avait dévoré presque tous ses livres. Il lisait d'ailleurs le dernier Le Soir du Bain, le soir du 28 mai 1985. Par curiosité, Patty en avait commencé un au hasard pour l'abandonner au bout de 3 chapitres. Ce n'était pas un simple roman, avait-elle expliqué plus tard à sa mère, mais un livre d'horreur. Elle avait dit ça d'une traite, comme elle aurait dit livre érotique. Patty était une femme douce, la gentillesse même qui ne brillait cependant pas par son sens de l'analyse. Elle aurait voulu faire comprendre à sa mère à quel point l'ouvrage l'avait effrayée et pour quelle raison il l'avait bouleversée, mais elle en fut incapable. C'était bien de monstres, dit-elle. C'était plein de monstres, dit-elle, qui pourchassaient des petits enfants. Il y avait des tueries et, je ne sais pas, des mauvais sentiments, des trucs comme ça. Elle l'avait en fait trouvé presque pornographique. Mais bien qu'elle le connaisse, le mot lui échappait, car elle ne l'avait jamais prononcé. Stanley avait l'impression d'avoir retrouvé un copain d'enfance. Il parlait de lui, écrire. Je savais qu'il ne le ferait pas. Je savais aussi que ces histoires-là le mettaient mal à l'aise. Et, et, et Patty Harris s'était mise à pleurer. Ce soir-là, environ 27 ans et demi après cette journée de 1957 qui avait vu la rencontre de George Denbrough et de Grip sous le clown, Stanley et Patty se trouvaient dans le salon de leur maison, dans la banlieue d'Atlanta. La télé marchait. Assise en face du récepteur dans le canapé de place, Patty partageait son attention entre un peu de raccommodage et l'une de ses émissions préférées, un spectacle avec jeu, Family Fun. Elle adorait tout simplement Richard Dawson et trouvait terriblement sexy la chaîne de montre qu'il portait en permanence, même si on n'aurait jamais pu le lui faire avouer. Elle aimait aussi l'émission parce qu'elle devinait presque toujours les réponses, les plus souvent données. Le jeu ne comportait pas vraiment de réponses justes, seulement des réponses plébiscitées. Une fois, elle avait demandé à Stan pourquoi les questions qui lui semblaient en général si faciles posaient tant de problèmes aux familles à l'écran. C'est probablement beaucoup plus dur sous les projecteurs, avait-il répondu. C'est toujours plus dur quand c'est pour de vrai. C'est là qu'on a le trac. Elle avait cru voir passer une ombre sur son visage. Ce devait être la pure vérité, avait-elle pensé. Stan avait de temps en temps de remarquables intuitions sur la nature humaine, plus fines, estimait-elle, que celles de son vieil ami William Denbrough, qui s'était enrichi en publiant un monceau de livres d'horreur, faisant appel à ce que la nature humaine a de plus bas. Les Uris eux-mêmes n'avaient aucune raison de se plaindre. Ils habitaient une banlieue charmante et la maison qu'ils avaient payée 87 000 $ en 1979 aurait pu se revendre sans peine le double. Non pas qu'elle voulût vendre, mais ce genre de choses est toujours bon à savoir. Quand, en revenant du Fox Run Mall, son country club au volant de sa Volvo, Stanley roulait en Mercedes, elle voyait son agréable maison protégée par une haie de petits Yves. Elle se disait: qui donc habite cette jolie maison? Comment? C'est moi, parti, moi, Madame Stanley Harris.
ancienne. Cet affront fait en 1957 à la petite Youpine maigrichonne parce qu'elle avait un nom dont les consonances ne plaisaient pas à tout le monde, et de telles discriminations étaient à l'encontre de la loi. Ah, ah, ah. C'était fini, mais au fond d'elle-même, ça ne serait jamais fini. Il y avait une Patty qui marchait toujours avec Michael Rosenblatt, n'écoutant que les craquements du gravier sous ses escarpins, en direction de la voiture que son père lui avait prêtée pour la soirée, après avoir passé l'après-midi à la bichonner. Une Patty qui marcherait toujours dans le bruit des graviers à côté de Michael, dans son smoking blanc et ses chaussures de location, comme tout brillait en cette douce nuit de printemps. Elle portait elle-même une robe du soir vert pâle qui, d'après sa mère, lui donnait l'air d'une sirène, et elle avait trouvé très drôle l'idée d'une sirène juive. Ah, ah, ah. Ils avaient marché la tête haute et elle n'avait pas pleuré sur le moment, mais en fait, ils ne marchaient pas, ils battaient en retraite, comme s'ils puaient, se sentant plus juifs qu'ils ne s'étaient jamais sentis de toute leur vie, se sentant usuriers, charretiers, se sentant huileux, le nez long, la peau blême, se sentant comme des youpins ridicules, avec l'envie d'être en colère et l'incapacité de se mettre en colère. La colère viendrait plus tard, quand ça n'aurait plus d'importance. Sur le coup, un seul sentiment l'avait envahi, la honte et la douleur de la honte. Alors, quelqu'un avait ri, d'un rire aigu, comme des trilles rapides de piano. Dans la voiture, elle avait pu enfin pleurer. Tu parles. Regarde un peu la sirène Youpine, au nom en forme d'étoile jaune qui chiale comme une madeleine. Mike Rosenblatt avait posé une main maladroite sur son cou pour la consoler, mais elle l'avait repoussée avec brusquerie, honteuse, se sentant sale, se sentant juive. La maison, agréablement protégée par sa haie d'if nain, mettait un baume sur cette plaie. Mais la plaie était toujours là, comme la douleur et la honte, et même le fait d'avoir été accepté dans ce voisinage calme, élégant et aisé, ne pouvait empêcher qu'elle continuât de marcher sans fin dans le bruit des graviers écrasés. Pas plus que le fait d'être membre de ce country club où le maître d'hôtel l'accueillait toujours d'un bonsoir, Madame Uris, paisiblement respectueux, quand elle rentrait dans le confort de sa Volvo et voyait la maison surgir au milieu de sa pelouse bien verte. Elle pensait souvent, un peu trop à son goût, au rire en trille, avec l'espoir que la fille qui avait ricané vivait dans un misérable taudis marié à un goy qui la battait et la trompait avec la première venue, qu'elle en était à sa troisième fausse couche, avec des vertèbres déplacées, une descente d'organet et des kystes sur sa langue de vipère. Elle se détestait d'avoir des pensées aussi peu charitables et se promettait de renoncer à ses cocktails amers de sorcière. Des mois passaient sans qu'elle revienne. Elle se disait alors, ça peut être enfin terminé. Je ne suis plus une gamine de 18 ans, mais une femme de 36, celle qui n'entendait que l'interminable crissement du gravier, celle qui a repoussé la main de Mike Rosenblatt parce qu'elle était juive, a depuis vécu le double de temps. La stupide petite sirène est morte. Je peux maintenant l'oublier et enfin être enfin moi-même. D'accord, bon, parfait. Et puis elle se retrouvait quelque part, au supermarché par exemple, et entendait soudain un rire en cascade en provenance d'une autre allée. Alors son dos se hérissait, la pointe de ses seins durcissait jusqu'à la douleur, ses mains étreignaient la barre du caddie, ou se crispaient, et elle se disait: on vient juste de dire à quelqu'un que je suis juive, que je ne suis qu'une youpine ridicule avec un gros nez, que Stan n'est qu'un youpin ridicule avec un gros nez. Il est expert comptable, certes, les juifs sont bons en calcul. Nous les avons admis au Country Club, il a bien fallu,
quand ce gynéco ridicule avec son gros tarin a gagné son procès. Mais ils nous font marrer, marrer, marrer. Ou bien elle entendait simplement le crissement fantôme des cailloux et les mots sirène, sirène. Alors la haine et la honte l'envahissaient comme revient une migraine. Elle était désespérée, non seulement pour elle-même, mais pour toute la race humaine, des loups-garous. Le livre de Dan Brown, celui qu'il avait essayé de lire, parlait de loups-garous. Loups-garous, mon cul, oui. Qu'est-ce que ce type savait des loups-garous? La plupart du temps, cependant, elle se sentait mieux que cela. Sentait qu'elle était mieux que cela. Elle aimait son mari, sa maison, et arrivait en général à s'aimer elle-même et à aimer sa vie. Les choses se présentaient bien, ce qui n'avait pas toujours été le cas, bien entendu. Le jour où elle avait accepté la bague de fiançailles de Stanley, elle avait mis ses parents en colère et les avait rendus malheureux. Elle l'avait rencontré lors d'une soirée d'étudiantes. Ils avaient été présentés par un ami commun, et elle avait déjà l'impression de l'aimer à la fin de la soirée. Aux vacances de mi-semestre, de la mi-trimestre, elle en était sûre. Au printemps, quand elle lui tendit un anneau orné d'un petit diamant avec une pâquerette glissée dedans, elle l'accepta. À la fin, en dépit de leur réticence, ses parents finirent aussi par l'accepter. Ils n'avaient guère le choix, même si Stanley et Uris n'allaient pas tarder à se lancer sur un marché du travail où les jeunes comptables ne manquaient pas. Et une fois dans cette jungle, pas question de s'appuyer sur des capitaux de famille comme seul gage de fortune, et ils auraient leur fille. Mais à 22 ans, Patty était une femme et obtiendrait bientôt sa licence. Je vais devoir entretenir ce foutu binoclard jusqu'à la fin de ma vie, avait dit un soir son père en rentrant un peu éméché d'une soirée. Chut, elle va t'entendre, avait répondu Red Bloom. Elle l'avait entendu et était restée très tard allongée dans son lit, bien réveillée, les yeux secs, se sentant tour à tour glacée et brûlante, et haïssant ses parents. Elle avait passé les 2 années suivantes à se débarrasser de cette haine, et il y en avait déjà trop en elle. Parfois, se regardant dans une glace, elle apercevait le travail de sape qu'elle faisait, les rides fines qu'elle creusait. Elle avait gagné cette bataille avec l'aide de Stanley. Les parents de ce dernier avaient manifesté quelque inquiétude à l'idée de cette union. Ils n'allaient pas jusqu'à s'imaginer que Stanley était destiné à vivre éternellement dans la gêne et le besoin, mais ils trouvaient les gosses un peu pressés. Donald Uris et Andrea Bertoli s'étaient eux-mêmes mariés jeunes, mais ils semblaient l'avoir oublié. Seul Stanley paraissait sûr de lui, confiant dans l'avenir et sans crainte devant les embûches que leurs parents voyaient partout semées sous leurs pas. C'est finalement lui qui avait eu raison. En juillet 1972, l'encre à peine sèche sur son diplôme, Patty avait décroché un poste de professeur d'anglais commercial à Traynor, une petite ville à 65 km au sud d'Atlanta. Lorsqu'elle évoquait la façon dont elle avait obtenu ce travail, ça lui semblait toujours un peu mystérieux. Elle avait établi une liste de 40 postes possibles grâce aux annonces de journaux professionnels, puis avait écrit 40 lettres en 5 nuits, où elle postulait en demandant un complément d'information. 22 postes étaient déjà pourvus. En d'autres cas, les précisions sur les aptitudes exigées montraient clairement qu'elle aurait perdu son temps en maintenant sa candidature. Restaient une douzaine d'offres, assez voisines les unes des autres. Stanley était arrivé alors qu'elle se demandait si elle réussirait à remplir une douzaine de formulaires détaillés, sans devenir complètement marteau. Après avoir regardé les papiers éparpillés sur la table, il avait posé un doigt sur la lettre en provenance de Traynor, qui n'était pourtant ni plus ni moins encourageante que les autres. Celle-là, avait-il dit.
Stan pointe d'accent du sud. Oui, du sud du Bronx. Mais si tu ne sais rien de spécial sur la Géorgie, si tu n'y es jamais allé, comment? Parce que c'est bon. Tu ne peux pas le savoir, Stan. Si, je le sais. Elle avait senti un désagréable frisson lui remonter dans le dos en voyant qu'il ne plaisantait pas. Comment le sais-tu? Son léger sourire avait disparu, laissant place, pendant un instant, à une expression de perplexité. Ses yeux s'étaient assombris, comme s'il avait consulté quelque appareillage interne qui fonctionnait correctement, mais qu'en fin de compte, il ne comprenait pas mieux qu'un individu moyen ne comprend le mécanisme de la montre qu'il porte au poignet. La tortue n'a pas pu nous aider, avait-il dit soudain, très clairement. Elle l'avait entendu. Il avait toujours ce regard tourné vers l'intérieur, regard méditatif et surpris. Elle s'était mise à avoir peur. Stanley, de quoi parles-tu? Stanley, il sursauta. Elle avait grignoté des fruits tout en consultant les formulaires, et sa main heurta le compotier. Il tomba sur le sol et se brisa. Ses yeux parurent s'éclaircir. Oh, merde, je suis désolé. Ça ne fait rien. Mais de quoi parlais-tu, Stanley? J'ai oublié. Mais je crois que nous devrions sérieusement penser à la Géorgie. Mais fais-moi confiance, avait-il répondu. Et elle lui avait fait confiance. L'entrevue s'était déroulée à la perfection. Elle savait qu'elle avait le poste en reprenant le train pour New York. Le chef de département l'avait immédiatement prise en sympathie, et c'était réciproque. La lettre de confirmation est arrivée une semaine plus tard. L'école commerciale de Traynor lui offrait un contrat d'essai et un salaire de 9200 $ par an. Vous allez crever de faim, avait rétorqué son père quand elle lui avait dit vouloir accepter le poste. Et en plus, tu vas en baver. Stan avait siffloté en mimant un joueur de violon lorsqu'elle lui avait rapporté cette conversation. Furieuse, au bord des larmes, elle avait été prise de fou rire et Stanley l'avait serrée dans ses bras. Ils en avaient bavé, oui, mais ils n'avaient pas crevé de faim. Ils se marièrent le 19 août suivant. Patty était encore vierge. Elle s'était glissée, nue, entre les draps frais d'un hôtel de tourisme dans les Poconos. Agitée, en proie à des émotions contradictoires, suite de violents et délicieux éclairs de désir et de sombres nuages d'effroi. Lorsque Stanley l'avait rejointe, tout muscleux, le pénis comme un point d'exclamation jaillissant d'une toison rousse, elle lui avait murmuré: Ne me fais pas mal, chérie. Je ne te ferai jamais mal, avait-il répondu en la prenant dans ses bras. Une promesse qu'il avait fidèlement tenue jusqu'à cette soirée du 28 mai 1985, celle du bain. Elle s'était bien sortie de son travail. De son côté, Stanley trouva un petit boulot. Pour 100 $ par semaine, il conduisait le camion d'une boulangerie. En novembre de la même année, s'ouvrit un centre commercial à Traynor. Il obtint un poste à 150 $ par mois dans le bureau de H&R Block. Leur revenu combiné s'élevait maintenant à 17 000 $ par an, des revenus princiers à leurs yeux, à une époque où l'essence se vendait 35 cents le gallon et où une miche de pain valait 5 cents de moins. En mars 1973, discrètement, Patty Harris s'arrêta de prendre la pilule. 2 ans plus tard, Stanley quitta H&R Block et créa sa propre entreprise. Les 4 beaux-parents furent unanimes. C'était de la folie. Non pas d'avoir sa propre affaire, Dieu fasse qu'il l'ait un jour, mais c'était trop tôt. Les responsabilités financières de Patty devenaient trop lourdes. Et si l'animal la met en cloque, confia Herbert Bloom avec morosité à son frère après avoir passé la soirée à boire, ce sera à moi de payer pour tous. La vie des parents était formelle.
acquise une certaine maturité, disons à 75 ans. De nouveau, Stanley paraissait avoir une surnaturelle confiance en lui. Il était jeune, brillant, doué et présentait bien. Il s'était fait des relations en travaillant pour les blocs. Là-dessus, on pouvait tabler. Mais il ne pouvait pas savoir que Corridor Vidéo, un pionnier de l'industrie naissant de la vidéo, était sur le point de s'installer sur un vaste terrain naguère cultivé à moins de 15 km de la banlieue où les Uris avaient déménagé en 1979. Il ne pouvait pas savoir non plus que Corridor décrocherait un important marché moins d'un an après son implantation à Draenor. Et même si Stan avait eu accès à ces informations, il n'aurait jamais cru que l'on confierait la responsabilité financière de ce marché à un jeune juif binoclard qui avait le désavantage supplémentaire d'être originaire du Nord. Un juif au sourire avenant et à l'allure dégringandée, avec des traces d'acné juvénile encore visibles sur la figure. C'était pourtant ce qui s'était passé, comme si Stan l'avait su depuis le début. Son travail pour CV lui valut une proposition de poste à plein temps de la part de l'entreprise, à 30 000 $ par an pour commencer. Et ce n'est qu'un début, avait-il dit à Patty ce soir-là, une fois au lit. Ça va monter comme du maïs en eau de mon cœur. Si personne ne fait sauter la planète dans les 10 années qui viennent, ils vont se retrouver tout en haut du tableau, à côté de Kodak, Sony et RCA. Qu'est-ce que tu vas faire avait-elle demandé, connaissant déjà la réponse. Leur dire que j'ai eu le plus grand plaisir à travailler pour eux. Il rit, la serra contre lui et l'embrassa. Un moment plus tard, il la chevauchait. Et il y eut 1, 2, 3 orgasmes, comme autant de fusées brillantes dans un ciel nocturne. Mais toujours pas de bébé. Son travail pour Corridor Vidéo l'avait mis en contact avec quelques-uns des hommes les plus riches et les plus puissants d'Atlanta, et les Uris constatèrent avec étonnement qu'ils étaient pour la plupart très sympathiques. Ils trouvèrent chez eux un accueil, une gentillesse et une ouverture d'esprit inconnue dans le Nord. Patty se souvint de ce que Stanley avait une fois écrit à ses parents. Les plus sympathiques de tous les riches américains habitent à Atlanta. Je vais contribuer à rendre certains d'entre eux encore plus riches et ils m'enrichiront par la même occasion. Je n'appartiendrai à personne, sinon à Patricia, ma femme. Et comme elle m'appartient déjà, je suppose que c'est sans risque. Le temps de déménager de Draenor, Stan avait créé sa société, où il employait 6 personnes. Leur revenu, en 1983, avait atteint un territoire inconnu, un territoire dont Patty n'avait entendu parler que par de vagues rumeurs, le pays fabuleux des revenus à 6 chiffres, aussi facilement que l'on enfile une paire de tennis le samedi matin. Parfois Patty en avait le frisson. Elle fit un jour une plaisanterie un peu contrainte sur les pactes avec le diable. Stanley avait ri à s'étouffer, mais elle n'avait pas trouvé ça aussi comique que lui. La tortue n'a pas pu nous aider. Parfois, sans la moindre raison, elle se réveillait avec cette pensée à l'esprit, comme si c'était l'ultime fragment d'un rêve par ailleurs oublié. Elle se tournait alors vers Stan, prise du besoin de le toucher, de s'assurer qu'il était toujours là. Il menait une vie agréable, sans beuverie, sans aventure extra-conjugale, sans drogue, sans ennui, sans discussion violente sur les projets d'avenir. Il n'y avait qu'un seul nuage auquel la mère de Patty fit la première allusion. Rétrospectivement, que celle-ci eût été la première à rompre le tabou parut dans l'ordre des choses. Reed Bloom l'exprimait sous la forme d'une question, qui figurait dans une lettre envoyée au début de l'automne 1979, réexpédiée de leur ancienne adresse
un séjour encombré de cartons, d'où débordaient leurs biens, l'air abandonné, déraciné, perdu. Pour l'essentiel, c'était la lettre classique de la maman à sa fille, 4 pages bleuâtres, remplies d'une écriture serrée, chacune titrée juste un petit mot de Ruth. Les pattes de mouche étaient presque illisibles, et Stan s'était plaint une fois de ne pouvoir déchiffrer le moindre mot des lettres de sa belle-mère. Pourquoi voudrais-tu les lire lui avait-elle répliqué. Celle-là, comme d'habitude, débordait de nouvelles, des uns et des autres, évoquées par Ruth Bloom, sous la forme d'un delta aux ramifications s'étendant de plus en plus loin à partir du moment présent. Beaucoup de ceux dont lui parlait sa mère commençaient à s'effacer de la mémoire de Patty, comme les photos d'un vieil album. Mais Ruth Bloom avait une inépuisable curiosité quant à leur santé et leurs occupations, et donnait sur chacun des pronostics toujours sinistres. Son père souffrait de ces éternels maux d'estomac. Il était sûr qu'il s'agissait simplement de dyspepsie. L'idée qu'il pût avoir un ulcère, écrivait Ruth, ne lui traversait pas l'esprit tant qu'il n'aurait pas craché le sang. Et encore, tu connais ton père, ma chérie. Il travaille comme une mule, mais il raisonne aussi comme une mule, de temps en temps. Dieu me pardonne. Randy Harlingen s'était fait opérer des organes. On lui avait retiré 27 kystes des ovaires, gros comme des balles de golf, mais non cancéreux. Dieu soit loué. Tu te rends compte? Ça devait être l'eau de New York. Ça devait être l'eau de New York. Patty ne pouvait pas se figurer le nombre de fois qu'elle avait remercié le Seigneur que les jeunes fussent à la campagne où l'air et l'eau, mais surtout l'eau, étaient meilleurs. Tante Margaret était toujours en procès avec la compagnie d'électricité et Stella Flanagan s'était remariée. Et au milieu de cette avalanche de potins où les rosseries ne manquaient pas, entre deux cancans sans aucun rapport, Ruth Bloom avait lâché comme en passant la question redoutée. Alors, quand allez-vous faire de nous des grands-parents? On est prêt à le ou la gâter. Au cas où tu l'auras pas remarqué, Patty, nous ne rajeunissons pas. Prise d'un coup de cafard et de regret pour leur ancien domicile de Traynor, incertaine de l'avenir et inquiète de ce qu'il leur réservait, Patty s'était rendue dans ce qu'il y être leur chambre pour s'allonger sur le matelas. Le sommier était encore dans le garage, ainsi jeté sur le sol nu. Le matelas avait l'air d'un objet joué sur une étrange plage jaune. La tête dans les bras, elle était restée à pleurer pendant 20 minutes. La crise était fatale, se disait-elle. La lettre de sa mère n'avait fait que précipiter les choses, comme la poussière fait éternuer un nez déjà chatouilleux. Stan voulait des gosses, elle aussi. Ils étaient autant en accord sur ce sujet que sur leur goût commun pour les films de Woody Allen, leur manière de fréquenter la synagogue, leur inclination politique, leur rejet de leur marijuana et mille autres choses importantes ou insignifiantes. Ils avaient disposé d'une pièce libre dans la maison de Traynor, qu'ils avaient partagée équitablement en deux. D'un côté, un bureau et un fauteuil pour lire, de l'autre, une machine à coudre et une table à jouer où elle faisait des puzzles. Ils étaient tellement d'accord sur la destination de cette pièce qu'ils n'en parlaient presque jamais. Elle était là, comme leur alliance à l'annuaire gauche. On y logerait un jour Andy ou Jenny. Mais où était l'enfant? La machine à coudre avec son panier de couture, la table à jouer, le bureau et le fauteuil semblaient chaque jour renforcer leur position respective dans la pièce, et donc leur légitimité. C'est ce qu'elle pensait sans jamais la formuler. Comme le terme pornographique, c'était au-delà de ses capacités de conceptualisation. Elle se souvenait un jour qu'elle avait ses règles, d'avoir ouvert le placard en dessous du lavabo de la salle de bain
quelque chose en lui. Arrête de dire des âneries, murmura-t-elle avec violence contre son épaule. Il transpirait légèrement, et elle se rendit soudain compte qu'il avait peur. La peur émanait de lui en vagues froides. Être nu à côté de lui, c'était comme être nu devant un réfrigérateur ouvert. Je ne raconte pas d'âneries, et je ne suis pas stupide, dit-il de la même voix à la fois paisible et étrange, étranglée d'émotion. Et tu le sais, c'est moi, mais j'ignore pour quelle raison. Mais c'est une chose que tu ne peux pas savoir, répliqua-t-elle d'un ton dur, celui de sa mère quand elle avait peur. Et à l'instant même où elle prononça ces mots, un frisson lui parcourut le corps, la tordant comme un fouet. Stanley le sentit et la serra plus fort contre lui. Il m'arrive parfois, reprit-il, d'avoir l'impression de savoir. Je fais de temps en temps un rêve, un mauvais rêve, et je me réveille en me disant ça y est, je sais maintenant, je sais ce qui ne va pas. Pas seulement que tu ne puisses pas être enceinte, tout, tout ce qui ne va pas dans ma vie. Mais Stanley, tout va bien dans ta vie. Je ne parle pas de quelque chose qui viendrait de l'intérieur. De ce côté, c'est parfait. Je parle de l'extérieur. Quelque chose qui aurait dû être réglé et qui ne l'est pas. Je me réveille de ce rêve et je me dis, toute cette vie agréable n'est rien d'autre que l'œil au milieu d'un cyclone que je ne comprends pas. J'ai peur, et puis ça disparaît tout seul, comme un rêve. Elle n'ignorait pas qu'il lui arrivait de faire des cauchemars une demi-douzaine de fois. Il l'avait réveillée par ses gémissements et ses mouvements. Sans doute, entre autres occasions, avait-elle eu le sommeil trop profond. Mais à chaque fois qu'elle le touchait, il le questionnait. Il répondait la même chose, qu'il ne se souvenait pas. Il prenait alors une cigarette et fumait assis dans le lit, dans l'attente que les résidus de son rêve exsudent de ses pores comme une mauvaise sueur. Pas de gosse. En cette nuit du 28 mai 85, la nuit du bain, leurs parents attendaient toujours de devenir grands-parents. La chambre supplémentaire était toujours inoccupée. Les tampax et les nanas sagnaient toujours sur l'étagère du placard sous le lavabo. Tous les mois, Patty avait ses règles. Red Bloom, fort occupé par ses propres affaires, mais qui n'oubliait pas tout à fait les angoisses de sa fille, ne posait plus de questions, ni dans ses lettres, ni lors de leur voyage biannuel à New York. Fini les remarques humoristiques à base de vitamine E. Stanley ne faisait plus allusion au bébé, mais parfois, quand il ne savait pas qu'elle l'observait, elle voyait une ombre sur son visage, comme s'il essayait désespérément de se souvenir de quelque chose. En dehors de ce seul nuage, ils avaient mené une existence des plus agréables, jusqu'à ce coup de téléphone au milieu de Family Fud, le soir du 28 mai. Patty, sa trousse à coups de rue et sa vieille boîte de boutons à portée de main s'étaient attaquées à ses chemises de Stan et à deux de ses blouses. Stan, lui, s'était lancé dans la lecture du nouveau roman de William Denbrough, dans l'édition cartonnée. Sur la couverture, une bête montrait les dents. Au dos, on voyait un homme chauve à lunettes. Stan était à côté du téléphone. Il prit le combiné et dit « Bonsoir, maison Ulysse ». Il écouta et une ride se creusa entre ses sourcils. « Qu'avez-vous dit ?» Battu un bref instant de panique. Plus tard, honteuse, elle mentirait et dirait à ses parents qu'elle avait su que quelque chose n'allait pas dès l'instant où le téléphone avait sonné. Mais en fait, il n'y avait eu que cet instant, ce simple coup d'œil, avant de reprendre sa couture. Mais peut-être n'était-ce pas si faux. Peut-être avaient-ils tous les deux soupçonné que quelque chose se préparait bien longtemps avant cette sonnerie. Quelque chose qui ne cadrait pas avec la belle maison, sa pelouse et sa haie d'ifs nains. Quelque chose de tellement évident que ça n'avait guère besoin d'être mentionné. Ce bref instant de panique, comme si un coup vivement porté et retiré de pic à glace suffisait. Est-ce maman fit-elle en silence, des lèvres. À cet instant, craignant soudain que son père, qui pesait 10 kilos de trop et souffrait de ce qu'il appelait son mal d'estomac depuis qu'il avait la quarantaine, ait eu une attaque cardiaque, Stan secoua la tête, puis un léger sourire à ce que lui disait son correspondant. Comment? Toi, que je sois pendu ici. Mike, mais comment as-tu? Il se tut de nouveau et écouta.
s'embrasser elle-même, tandis qu'elle cherchait un bouton noir assorti à ceux de la chemise en jean de Stan. Patty se rendit vaguement compte que la conversation se déroulait à présent sur un mode plus régulier. Stan poussait de temps en temps un grognement et demanda une fois: « En es-tu sûr, Mike ?» Finalement, après un long moment de silence de sa part, il ajouta: « D'accord, je comprends. Oui, 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 tout. J'ai la photo. Je... Quoi? Non, je ne peux pas te le promettre absolument, mais je vais y réfléchir sérieusement. Tu sais que... Oh, il l'a fait. Tu parles. Moi aussi, oui. Bien sûr. Merci, oui. Salut. » Il raccrocha. Patty lui jeta un coup d'œil. Il avait le regard vide, perdu au-dessus du poste de télé. Sur l'écran, le public applaudissait la famille Ryan, qui venait de totaliser 280 000 points, essentiellement pour avoir répondu les maths à la question: quels sont les cours que les enfants aiment le moins à l'école? Les Ryan ne se tenaient plus et poussaient des cris de joie. Stanley, lui, fronçait les sourcils. Elle raconterait plus tard à ses parents qu'elle l'avait trouvé un peu pâle, en mettant d'ajouter que sur le moment, elle avait attribué ce phénomène à un effet de la lumière verdâtre de la lampe sous laquelle elle lisait. Qui était-ce, Stan? Hein? Il tourna les yeux vers elle. Elle interpréta son expression comme celle de quelqu'un d'absorbé ou de légèrement ennuyé. Ce n'est que plus tard, repassant sans fin la scène dans sa tête, qu'elle commença à croire que c'était celle d'un homme en train de se débrancher méthodiquement de la réalité, fiche après fiche. Le visage d'un homme qui quittait le bleu et fonçait dans le noir. Au téléphone, qui était-ce? Personne, dit-il. Personne, en fait. Je crois que je vais prendre un bain. Il se leva. Un bain à 7 heures. Il ne répondit pas et sortit de la pièce. Elle aurait pu lui demander si quelque chose n'allait pas. Elle aurait pu le suivre et s'inquiéter de savoir s'il n'avait pas mal au cœur. Il était contracté sur le plan sexuel, mais pouvait avoir d'étranges pudeurs à propos d'autre chose. Il aurait bien été capable de dire qu'il allait prendre un bain au lieu d'avouer qu'il avait envie de vomir. Mais on présentait une nouvelle famille dans l'émission, les Piscapos, et Patty était sûre que Richard Dawson allait trouver quelque chose de drôle à dire sur leur nom. Sans compter qu'elle n'arrivait pas à trouver ce fichu bouton noir alors qu'elle savait pertinemment qu'il y en avait plein la boîte. Il se cachait, évidemment, c'était la seule explication. Elle le laissa donc partir et n'y pensa plus jusqu'au moment où elle leva les yeux de l'écran et vit son fauteuil vide. Elle avait entendu couler l'eau au premier pendant 5 ou 10 minutes, mais elle prit conscience de ne pas avoir entendu la porte du frigo, ce qui signifiait qu'il n'avait pas sa bière. Quelqu'un l'avait appelé et lui avait collé un gros problème sur les bras. Lui avait-elle dit un seul mot pour le consoler? Non. Avait-elle essayé d'en savoir un peu plus? Non. Ou simplement remarqué que ça n'allait pas? Non. Pour la troisième fois. Tout ça à cause de cette émission. Les boutons n'étaient qu'une excuse. Bon, d'accord. Elle irait chercher une bière. Elle s'assirait sur le bord de la baignoire. Elle lui frotterait le dos, ferait la geisha, lui laverait les cheveux s'il voulait, et finirait bien par savoir de quoi il s'agissait. Ou de qui. Une bière à la main, elle monta au premier. La porte fermée de la salle de bain lui donna sa première pointe d'inquiétude. Elle n'était pas repoussée, mais fermée. Jamais Stan ne fermait la porte quand il prenait un bain. C'était d'ailleurs une plaisanterie entre eux. La porte fermée signifiait qu'il faisait ce que sa maman lui avait appris. La porte ouverte, qu'il n'aurait rien contre le fait de faire quelque chose dont sa maman avait judicieusement laissé l'instruction à d'autres. Patty tapota la porte du bout des ongles et eut brutalement conscience, trop conscience, de leur cliquetis reptilien contre le bois. Frapper à la porte de la salle de bain, comme si elle n'était pas chez elle, ne lui était encore jamais arrivé depuis son
réussit qu'à l'effrayer davantage. Elle entendit un son qui fit monter la panique du plus profond d'elle, comme une boîte, un hôte indésirable. Un son si faible. Blink, un silence. Blink, un silence. Blink, un silence. Blink. Elle voyait les gouttes se former au bout du robinet, grossir et s'endir comme une femme enceinte et puis tomber. Blink. Ce seul bruit, rien d'autre, et elle fut soudain sûre, affreusement sûre que ce n'était pas son père, mais Stanley qui venait d'être victime d'une crise cardiaque ce soir. Avec un gémissement, elle saisit la poignée de la porte en verre taillé et la tourna. La porte refusa de bouger, elle était verrouillée. Et brutalement, trois jamais lui vinrent successivement à l'esprit. Stan ne prenait jamais de bain à cette heure, et il ne fermait jamais la porte, sauf s'il utilisait les toilettes. Il ne fermait de toute façon jamais la porte à clé. Était-il possible, se demande-t-elle, d'un-elle follement, de se préparer à une crise cardiaque? Patty se passait la langue sur les lèvres et éprouva une impression de papier de verre fin frottant sur une planche. Elle lança encore une fois son nom. Toujours pas de réponse, sinon la goutte régulière était du tombant du robinet. Baissant les yeux, elle s'aperçut qu'elle tenait toujours la boîte de bière à la main. Elle la contempla stupidement, le cœur battant à tout rompre, comme si c'était la première fois de sa vie qu'elle voyait de la bière en boîte. Et de fait, on aurait pu le croire, car lorsqu'elle cligna des yeux, elle se transforma en un combiné téléphonique noir, d'aspect aussi inquiétant qu'un serpent. Puis-je vous aider, madame? Avez-vous un problème? Lui cracha le serpent. Patty raccrocha violemment et recula d'un pas, frottant la main qu'il avait tenue. Elle regarda autour d'elle et se rendit compte qu'elle se trouvait dans le salon de télé, que la panique qui était montée jusqu'à son moins conscient avait le calme d'un rôdeur qui grimpe sur une volée de marche avait eu raison d'elle. Elle se rappela avoir laissé tomber la boîte de bière devant la porte de la salle de bain et s'être précipitée dans l'escalier en pensant vaguement. Il doit y avoir une erreur quelque part, et ça nous fera bien rire dans un moment. Il a rempli la baignoire et s'est souvenu qu'il n'avait pas de cigarette. Alors il est sorti en chercher avant de se déshabiller. Oui. Sauf que comme il avait déjà fermé la porte de l'intérieur et que ça l'embêtait de la rouvrir, il avait ouvert la fenêtre au-dessus de la baignoire et était descendu du premier le long du mur, comme une mouche. C'était évident, bien sûr. La panique la gagnait de nouveau comme un âcre café noir menaçant de déborder d'une tasse. Elle ferma les yeux pour mieux lutter contre elle, et Patty resta là, parfaitement immobile, statue blême avec un cœur puissant dans la gorge. Elle se souvenait d'être descendue en courant, d'avoir trébuché, de s'être précipitée sur le téléphone. Oui, évidemment, mais qui voulait-elle donc appeler? Une pensée insensée la traversa. J'appellerais bien la tortue, mais la tortue ne peut rien faire pour nous. Ça n'avait pas d'importance, de toute façon, elle avait dû être capable de faire le 17, et sans doute avait-elle dit quelque chose d'inhabituel, puisqu'on lui avait demandé si elle avait un problème. Certes, elle en avait un, mais comment expliquer à une voix sans visage que Stanley s'était enfermé dans la salle de bain et ne répondait pas, que le son régulier de la goutte d'eau tombant du robinet lui déchirait le cœur? Il fallait que quelqu'un lui vienne en aide. Quelqu'un. Elle porta la main à la bouche et se l'amortit délibérément. Elle essaya de penser et de se forcer à penser. Les doubles des clés se trouvaient dans le placard de la cuisine. Elle se leva et heurta de sa pantoufle la boîte de boutons posée à côté de sa chaise. Il s'en renversa quelques-uns, qui brillèrent comme des yeux de verre à la lumière de la lampe. Elle en vit une bonne demi-douzaine de noirs. À la porte du placard qui surplombait l'évier à deux bacs était fixée à l'intérieur d'une planche vernie découpée en forme de clé géante, cadeau de l'un des clients bricoleurs de Stan, de Noël auparavant. La planche comportait une rangée de petits crochets, au bout desquels dansaient les doubles de toutes les clés de la maison. En dessous étaient collés des morceaux de
poussa la porte. Stanley, Stanley, Elle regarda en direction de la baignoire, dont le rideau de touche bleu était repoussé à l'autre bout de son support d'acier, et n'acheva pas le nom de son époux. Elle resta simplement les yeux fixés sur la baignoire, le visage aussi solennel que celui d'un enfant pour son premier jour de classe. Dans un instant, elle allait se mettre à hurler. Anita Mackenzie, sa voisine l'entendrait, et Anita Mackenzie appellerait la police, convaincue que quelqu'un était entré chez les Uris et massacré tout le monde. Mais pour le moment, Patty Uris restait debout, en silence, les mains repliées contre la poitrine, le visage grave, les yeux exorbités, et son expression de contemplation presque religieuse se transforma bientôt en autre chose. Ses yeux s'ouvrirent encore plus, sa bouche se contracta en une grimace d'horreur. Elle voulait crier mais ne pouvait pas. Le cri était trop vaste pour sortir. La salle de bain était éclairée par des tubes fluorescents. Avec tant de lumière, il n'y avait pas d'ombre. On pouvait tout voir, qu'on le veuille ou non. L'eau du bain était d'un rose éclatant. Stanley gisait, adossé à la partie en blanc inclinée de la baignoire. Il avait la tête tellement rejetée en arrière que des mèches de ses cheveux noirs, pourtant courts, lui touchaient le dos entre les omoplates. Si ses yeux grands ouverts avaient encore été capables de voir, ils auraient vu Patty à l'envers. Sa bouche était ouverte comme un ressort, comme par un ressort, et son expression traduisait une horreur pétrifiée, abyssale. Un paquet de lames Gillette Plédine Plus était posé sur le bord de la baignoire. Stanley s'était ouvert l'intérieur des bras du poignet au creux du coude et avait barré ses premières coupures d'une seconde, formant deux majuscules sanglants. Les plaies étaient d'un rouge pourpre éclatant dans la dure lumière blanche. Les tendons et les ligaments à nu lui firent penser à des morceaux de bœuf à bas prix. Une goutte d'eau grossit à la bouche chromée du robinet, s'engrossa, aurait-on pu dire, scintilla, tomba, blink. Il avait plongé son index droit dans son propre sang et tracé un unique mot sur les carrelages bleus au-dessus de la baignoire en lettres énormes et tremblotantes. Une trace de doigt sanguinolente, zigzagant à la fin de la deuxième lettre. Sa main avait laissé cette trace, remarqua-t-elle, en retombant dans l'eau où elle flottait maintenant. Elle supposa que Stanley avait écrit le mot, son ultime impression du monde, au moment où il perdait conscience. C'était comme s'il avait crié vers elle. Ça. Une autre goutte tomba dans la baignoire. Blink. Ce fut le signal. Patty se trouva enfin sa voix. Ne pouvant détacher son regard des yeux brillants du cadavre de son époux, elle se mit à crier. Juste petite précision parce que ça est écrit là, comme ça. Donc voilà. 2. Richard osier prendre la poudre d'escampette. Rich eut l'impression qu'il tenait bien le coup jusqu'au moment où il se mit à vomir. Il avait écouté tout ce que Mike Hanlon lui avait raconté, avait dit ce qu'il fallait dire et donné les bonnes réponses aux questions de Mike, et il en avait même posé de son propre chef. Il avait vaguement conscience d'être en train de prendre l'une de ces voix, ni bizarre ni grotesque, comme celle qu'il prenait parfois à la radio. Port Doug le délirant, le conseiller sexuel, était personnellement son rôle préféré, du moins en ce moment, et lui valait de la part de ses auditeurs des réactions positives, presque aussi nombreuses que son inusable grand succès, Colonel Bufford Keith-Drivel, mais au contraire riche, chaude, confiante. La voix du mec vraiment bien. Elle ne manquait pas d'allure, mais ce n'était qu'un faux, comme toutes les autres voix qu'il pouvait adopter. Dans quelle mesure te souviens-tu, Rich? Lui demanda Mike. Une faible mesure, répondit Rich, qui garda un instant le silence. Suffisamment, sans doute. Viendras-tu? Je viendrai. Et il raccrocha. Il resta assis un moment dans son cagibi, enfoncé dans le fauteuil derrière le bureau, les yeux perdus au-dessus de l'océan Pacifique. Deux gamins sur sa gauche jouaient avec leurs planches de surf, mais sans vraiment prendre les vagues avec. Et il faut dire qu'il n'avait guère à chevaucher. Son horloge de table, un goûteux objet à quartz, cadeau du représentant d'une société de disques, disait qu'il était 17h09, ce 28 mai 1985. 3 heures de décalage avec l'endroit d'où Mike avait appelé. Il faisait déjà nuit ou presque.
presque toute autre partie de sa vie que les voix, et lui était difficile de faire quoi que ce soit sans musique, à plein tube de préférence. Il était tombé sur une rétrospective Motown. Marvin Gaye, l'un des membres les plus récents de ce que Rich appelait parfois les Clemsey et compagnie, ouvrait le récital avec I heard I down the grapevine. Oh, I bet you're wondering how I knew. Pas mal, dit Rich. Il eut même un léger sourire. C'était mal pourtant, et il venait d'en prendre pour son grade, mais il avait le sentiment qu'il serait capable de faire face. Pas de panique. Il s'apprêta à rentrer chez lui. À un moment donné, au cours de l'heure suivante, il lui vint à l'esprit que c'était comme s'il était mort et qu'il lui fut permis de prendre ses ultimes dispositions, sans parler de ses volontés en matière d'enterrement. Il avait l'impression qu'il s'en sortait joliment bien. Il essaya de joindre son agence de voyage habituelle, se disant que l'employé serait probablement sur l'autoroute, direction la maison, mais il tenta sa chance. Par miracle, elle était là. Il lui expliqua ce qu'il voulait et elle lui demanda un petit quart d'heure. Je vous en dois une, Carole, dit-il. Au cours des 3 dernières années, il s'était passé de Monsieur Dossier et Mademoiselle Fény à Rich et Carole. Plutôt familier, si l'on considère qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. D'accord, passez à la caisse, dit-elle. Pouvez-vous me faire porte-doc? Sans même se régler la gorge pour trouver la voie. Elle restait en général introuvable si on hésitait. Rich annonça porte-doc, le délirant, votre conseiller sexuel en ligne. Il y a un gars qui est venu me voir l'autre jour et qui voulait savoir ce qu'il y avait de pire lorsqu'on attrapait le sida. Sa voix était passée à un ton plus bas, son rythme s'était accéléré, elle avait pris une allure désinvolte. C'était une voix américaine, mais qui évoquait cependant l'image d'un riche colon anglais, aussi charmant que délicat, délirant avec ses manières embrouillées. Qui était porte-doc? Rich n'en avait pas la moindre idée, mais il voyait toujours en costume blanc, en train de dire Esquire, et de boire, dans des verres à pied, des choses qui sentaient le shampoing à la noix de coco. Je lui ai répondu sans embâche. Essayez d'expliquer à sa mère comment on se les fait filer par une haïtienne. Jusqu'à la prochaine, porte-doc. Votre conseiller sexuel qui vous dit vous avez besoin de moi si vous restez de moi. Carole Fény hurlait de rire. C'est parfait, parfait. Mon petit ami n'arrive pas à croire que vous pouvez faire toutes ces voix. Il pense que vous devez utiliser des filtres ou des trucs comme ça. Rien que le talent, ma chère. Porte-doc venait de laisser instantanément la place. Ah oui, c'est Fields, nez rouge, chapeau claque, tenue de golf et tout l'attirail. J'ai pas tellement de talent que j'ai été obligé de mettre un bouchon à tous mes orifices corporels pour l'empêcher de fuir de l'empêcher de fuir, quoi. La jeune femme partit d'un nouvel éclat de rire et Rich ferma les yeux. Il sentait venir une migraine. Soyez un chou et voyez ce que vous pouvez faire, d'accord? Demanda-t-il toujours. Voici Fields. Sur quoi elle raccrocha tandis qu'elle riait encore. Il lui fallait maintenant redevenir lui-même, et c'était dur, un peu plus dur tous les ans. Il est plus facile d'être courageux quand on est quelqu'un d'autre. Il s'était mis à la recherche d'une paire de chaussures de sport et était sur le point de se rabattre sur des tennis lorsque le téléphone sonnait de nouveau. C'était Carole Fény, tous les records de temps battus. Il éprouva aussitôt le besoin de prendre la voix de Bufford Keith-Rival, mais le combattit. Elle avait réussi à lui trouver une première classe sur un vol American Airlines sans escale Los Angeles-Boston. Il quitterait LA à 21h03 et arriverait à Logan vers 5h du matin. Un vol de Delta partirait à 7h30 de Boston pour Bangor, où il débarquerait à 8h20. Elle lui avait réservé une berline confortable chez Avis. Et il n'y avait que 40 km entre le comptoir d'Avis à l'aéroport de Bangor et le centre de Derry. Seulement 40 km, pensa-t-il. C'est tout, Carole. Peut-être si l'on compte en kilomètres. Cependant, vous n'avez pas la moindre idée de l'éloignement de ce patelin, et moi non plus d'ailleurs. Mais par tous les dieux, nous allons
toujours les quitter sur un rire. Puis composa le 207 505 1212 pour avoir l'assistance à l'annuaire du Maine. Il voulait le numéro du grand hôtel de Derry. Seigneur, ça c'était un nom du passé. Cela faisait quoi 10, 15, 20, 25 ans qu'il ne l'avait pas évoqué. Aussi fou que cela parut, il soupçonnait que cela faisait 25 ans au moins. Et si Mike ne l'avait pas appelé, il avait l'impression qu'il n'y aurait jamais repensé de sa vie. Pourtant, à une époque, il passait tous les jours devant ce grand tas de briques rouges. Parfois même au pas de course avec Henry Powers et Kinsey le roteur. Il y a aussi cet autre type, Victor quelque chose, sur les talons. Tous trois vociférant de petites plaisanteries du genre « On va te choper, gueule d'enfoiré, on va te choper, petit émerdard, on va te choper, pété binoclard. » L'avait-il jamais chopé? Avant qu'il ait pu s'en souvenir, un standardiste lui demandait dans quelle ville. Derry, mademoiselle. Derry, seigneur. Ce nom lui-même avait un goût étrange de choses oubliées dans sa bouche. Il avait l'impression d'embrasser une antiquité en le prononçant. Avez-vous un numéro pour le grand hôtel de Derry? Un instant, monsieur. Sûrement pas, il aura disparu, rasé pour un nouveau plan d'urbanisme, transformé en boulodrome ou en arcade de jeux vidéo, ou brûlé une nuit à cause d'un représentant godasse ivre fumant dans son lit. Disparu, Richie, tout comme les lunettes inépuisables du sujet de raillerie pour Bowers. Qu'est-ce que disait cette chanson de Springsteen déjà? Jour de gloire, évanoui dans le clin d'œil d'une fille. Mais quelle fille? Beverly, bien sûr. Bev. Ce grand hôtel de Derry avait peut-être changé, mais en tout cas pas disparu, car une voix neutre de machine se mit à égrener des chiffres. Le numéro est 9, 4, 1, 8, 2, 8, 2. Je répète, mais Richard l'avait noté du premier coup. Soulagement que de raccrocher sur cette voix ronronnante. Imaginez facilement le service des renseignements sous la forme d'un monstre globuleux, profondément enterré sous terre, rivé transpirant, avec des milliers de tentacules chromés, version PTT du docteur Octopus. Le monde dans lequel vivait Richie lui paraissait chaque année un peu plus comme une maison hantée électronique, dans laquelle fantômes numériques et humains apeurés se côtoyaient mal à l'aise. Toujours debout, pour paraphraser Paul Simon, toujours debout après tant d'années. Il composa le numéro de l'hôtel qu'il avait vu pour la dernière fois à travers les verres de ses lunettes d'enfant. Rien ne fut plus fatalement facile. 1 207 941 8282. Il porta le téléphone à l'oreille, regardant par la vaste fenêtre de son bureau. Les serveurs étaient partis. Un couple d'amoureux marchait sur la plage, main dans la main. Ils auraient pu poser pour le genre de poster qui ornait le mur du bureau où travaillait Carol Feeney, dont ils étaient parfaits, si ce n'était qu'ils portaient tous les deux des lunettes. On va te choper, gueule d'enfoiré, on va te péter tes binocles. Chris lui souffla d'un seul coup sa mémoire. Son nom de famille était Chris, Victor Chris. Oh, Seigneur, il aurait préféré continuer de l'ignorer. C'était trop tard, mais ça n'avait l'air d'avoir aucune importance. Quelque chose se passait dans les souterrains où Rich Dozier conservait sa collection personnelle de vieilleries dorées. Les portes s'ouvraient. Sauf qu'il n'y a pas un seul enregistrement là en bas, n'est-ce pas? En bas, tu n'es pas Rich Dozier. Le disque jockey vedette de la situation clade. L'homme aux mille voix, et ces choses qui s'ouvrent ne sont pas exactement des portes. Hein. Il s'efforça de chasser ses pensées. Surtout, ne pas oublier que je vais très bien. Tu vas très bien, Richie. Rich Dozier va très bien. Fumerait bien une sèche, c'est tout. Cela faisait 4 ans qu'il avait arrêté de fumer. Il pouvait bien en prendre une maintenant, non? Pas d'enregistrement, rien que des cadavres. Tu les as enterrés très profonds, mais il y a un séisme fou qui leur fait refaire surface. Tu n'es pas Rich Dozier, le DJ en bas. En bas, tu es juste Richie Dozier, le binoclard. Tu es avec tes copains et tu as une telle frousse que tu as les couilles contractées en noyau de pêche. Il n'y a pas de porte, il n'y a rien qui s'ouvre. Ce sont des grippes de Richie. Elles se vendent en deux, et les vampires que tu croyais morts à jamais se remettent à voler. Une cigarette, juste une. Même une Carlton ferait l'affaire, pour l'amour du ciel. On va te choper, binoclard.
une suite à compter du lendemain. La voix lui répondit que oui, et voulut savoir pour combien de temps. Je ne peux pas dire, je viens pour... Il s'interrompit un instant, soucieux de précision. Pourquoi venait-il exactement? En esprit, il voyait un garçon avec un cartable écossais poursuivi par deux voyous. Un garçon qui portait des lunettes, mince, le visage pâle, et qui aurait crié à toutes les petites brutes qui passaient de manière mystérieuse. Frappez-moi, allez-y, frappez-moi. Voici mes lèvres, écrasez-les-moi sur les dents. Voici mon nez, faites-le saigner, cassez-le si vous pouvez. Boxez-moi les oreilles qu'ils devinent comme des choux-fleurs. Ouvrez-moi l'arcade sourcilière. Voici mon menton cogné sur le point de chaos. Voici mes yeux si bleus, agrandis par ces horribles lunettes, ces binocles cerclés de cornes, dont l'une des branches tient avec un ruban adhésif. Cassez-les, enfoncez un éclat dans l'un de ses yeux et fermez-le à jamais. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il ferma les yeux et répondit. Je viens pour affaire à Derry, mais je ne sais pas combien de temps prendront les négociations. Si nous disions 3 jours, avec une option de renouvellement. Une option de renouvellement demanda l'employé d'un ton sceptique. Rich attendit patiemment que l'idée fasse son chemin. Ah oui, je comprends, c'est très bien. Merci, et j'espère que vous pourrez voter pour nous en novembre, se mit à dire John Kennedy. Jackie voudrait refaire le bureau ovale, et j'ai un boulot pour tout trouver pour mon frère Bobby. Monsieur Dozier? Oui. Ah, très bien. Il y a eu quelqu'un d'autre en ligne pendant quelques secondes. Juste un vieux pote du GPC, le grand parti déclamsé, au cas où tu te poserais la question. T'en fais pas, c'est rien, pensa-t-il. Un frisson le traversa et il se dit à lui-même, presque désespéré. Tu es très bien, Rich. Je l'ai entendu, moi aussi, dit-il, sans doute une interférence. Alors, cette suite? Oh, il n'y a pas le moindre problème. On fait des affaires à Derry, mais ce n'est pas la folie. Ah bon? Oh, oui, oui. Rich frissonna de nouveau. Ça aussi, il l'avait oublié, cette manière de répondre. Oui, du nord de la Nouvelle-Angleterre. Oui, oui. On va te choper, minable, cria la voix fantomatique de Henry Bowers. Il sentit de nouvelles cryptes se fracturer à l'intérieur de lui. La puanteur qui lui montait au nez n'était pas celle des corps décomposés, mais celle des souvenirs décomposés. Et d'une certaine manière, c'était pire. Il donna le numéro de sa carte American Express à l'employé et raccrocha. Puis il appela Steve Godal, le directeur des programmes de la CLAD. Quoi de neuf, Rage? Demanda Steve. Les derniers sondages montraient que la station se portait bien sur le marché cannibale du rock en FM à Los Angeles. Et depuis, Steve a été d'une humeur charmante. Merci, Seigneur. Eh bien, tu as peut-être regretté de m'avoir posé la question. Je prends la poudre d'escampette, Steve. Tu prends... Rien qu'à savoir, il imaginait le froncement de sourcils de Steve. Je ne suis pas très bien, Reggie. Je prends mes clics et mes claques. Je me tire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je me tire. D'après l'emploi du temps que j'ai sous les yeux, tu es à l'antenne demain, de 2 à 6 dans l'après-midi, comme d'habitude. Tu as une interview de Clarence Clemens, prévue à 4 heures dans le studio. Tu connais tout de même Clarence Clemens, Rich. Mike O'Hara peut aussi bien faire l'interview que moi. Sauf que Clarence ne veut pas discuter avec Mike, Rich. Pas plus qu'avec Bobby Russell, ni même avec moi. Clarence est un mordu de Bufford qui Strivel et de Wyatt, le tueur de Poufias. C'est à toi qu'il veut parler, camarade. Mais je n'ai pas du tout envie d'avoir un saxophoniste de 150 kilos fou furieux dans mes studios en train de courir partout comme un forcené. Il n'a pas de course de forcené dans un passé que je sache. C'est de Clarence Clemens que nous parlons, pas de Kate Moon. Il y eut un silence qui se prolongea sur la ligne. Rich attendit patiemment. Tu n'es pas sérieux, hein? Finit par demander Steve d'un ton plaintif. Je veux dire, sauf si tu viens d'apprendre la mort de ta mère ou que tu as une tumeur au cerveau. On appelle cela une salvagerie. Il faut que je parte, Steve. Est-ce que ta mère est malade? Vient-elle, Dieu nous en garde, de mourir? Elle est morte depuis 10 ans. As-tu une tumeur au cerveau? Même pas une polype rectale. Même pas un polype rectal. Ce n'est pas drôle, Rich. Non. Tu te comportes comme un parfait salopard et je n'aime pas ça du tout. Moi non plus, ça ne me plaît pas, mais il faut que j'y aille. Mais où ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe enfin? Parle au moins. Quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps.
d'assurance ou la banque ici, mais dans le showbiz. Et ne me dis pas que tu l'ignores. Si tu m'avais donné une semaine de préavis, je ne serais pas là avec le téléphone d'une main et une boîte de Valium de l'autre. Tu es en train de me faire grimper au rideau et tu le sais très bien. Alors n'insulte pas mon intelligence. Steve criait presque maintenant et Rich ferma les yeux. Jamais il n'allait oublier, avait-il dit, et ça devait être vrai. Mais il avait aussi prétendu que les gosses de 11 ans ne font jamais de promesses sérieuses. Et ça, c'était fou. Rich ne se souvenait pas de quel genre de promesse il s'agissait, et il n'était pas sûr de désirer s'en souvenir. Mais elle avait été on ne peut plus sérieuse. Steve, il le faut. Ouais, je t'ai dit que je pourrais m'en sortir, alors fous le camp, espèce d'un arnaqueur. Voyons, c'est ridicule. Mais Steve avait déjà raccroché. Rich en fit autant. Il avait encore la main sur l'appareil que la sonnerie retentissait. Et il n'avait pas besoin de décrocher pour savoir que c'était de nouveau Steve, plus vieux que jamais. Lui répondre à ce stade ne ferait de bien à personne. Les choses ne pourraient qu'empirer. Il repoussa l'interrupteur sur la droite, coupant la sonnerie. Il alla à l'étage, sortit deux valises d'un placard et les remplit d'un amas de vêtements qu'il ne prit même pas la peine d'examiner. Des jeans, des chemises, des sous-vêtements, des chaussettes. Ce n'était que plus tard qu'il se rendit compte qu'il avait sélectionné des affaires de style jeune. Puis il redescendit avec la valise pleine. Une photo de Big Sur par Ansel Adams ornait l'un des murs du séjour. Rich la vit peauter sur des gonds invisibles. Il ouvrit le petit coffre mural qui se trouvait derrière et commença à fouiller parmi les paperasses les titres de propriété d'une maison agréablement située entre la faille de San Francisco et la zone des feux de broussailles. 10 hectares de forêt d'exploitation dans l'Idaho. Un paquet d'actions. Il avait acheté ces dernières apparemment au hasard. Dès que son agent de change le voyait arriver, il se prenait la tête entre les mains. Mais elles avaient toutes régulièrement monté au fil des années. Il était parfois surpris à l'idée qu'il était presque, pas tout à fait, mais presque, un homme riche. Et tout ça grâce au rock'n'roll et aux voix, bien entendu. La maison, la forêt, les actions. La police d'assurance et même un double de son testament. Les liens qui te tiennent solidement attachés à l'existence, pensa-t-il. Il fut pris d'une impulsion soudaine, celle de saisir un briquet et de foutre le feu à tout cet assortiment putassier par la présence de monsieur Untel et le porteur de ce certificat. Il aurait pu le faire, les papiers du coffre venaient de perdre toute signification d'un seul coup. C'est à ce moment-là qu'il ressentit son premier véritable accès de terreur, un accès qui n'avait rien de surnaturel. Ce n'était que la prise de conscience de la facilité avec laquelle on pouvait balancer sa vie à la poubelle. C'était ça l'affolant. Il suffisait d'orienter le ventilateur sur tout ce que l'on avait mis des années à rassembler laborieusement et de le régler à fond. Facile. Tout brûler, tout disperser aux quatre vents, puis prendre la poudre d'escampette. Derrière les papiers qui n'étaient par rapport au fric que des cousins au deuxième degré, se trouvait la réalité, le nerf de la guerre. 4 000 $ en coupures de 10, 20 et 50. Tandis qu'il embourrait les poches de son jean, il se demandait s'il n'avait pas su ce qu'il faisait, obscurément, quand il avait mis tout cet argent de côté. 50 $ un mois, 120 le suivant, seulement 10 le troisième. Du fric de rat quitte le navire, du fric poudre d'escampette. Bon Dieu, ça fout les jetons, dit-il avant de pas. Ayant à peine conscience d'avoir parlé, l'air absent, il regardait la plage à travers la vaste fenêtre. Comme les surfeurs, les amoureux avaient disparu. Ah oui, Doc, tout ça me revient maintenant. Tu te souviens de Stanley Harris, par exemple? Je te parie 3 balles que je m'en souviens. Tu te rappelles comme on disait cela? On trouvait que c'était très classe. Stanley Urine, comme l'appelaient les gosses. Et Urine, et l'assassin du Christ de mes deux. Oh, tu te tailles. Tu crois que l'un des PD de copains va te filer 100 balles? Il claqua la porte du coffre-fort et remit en place la photographie. Quand il avait pensé à Uris pour la dernière fois? Quand avait-il pensé à Uris pour la dernière fois? 5 ans, 10 ans, 20 ans. Rich avait quitté Derry avec sa famille au printemps 1960, et comme tout le visage de la bande s'était estompé depuis, la bande des perdants, des ratés, avec leur club au milieu de ce qu'on appelait les friches mortes, curieux nom pour un endroit où la végétation
s'agissait en fait de se cacher. De se cacher des grands balaises de Henry Bowers, Victor Chris, Huggins et le Rotter et toute la bande. Quel assortiment de ratés il faisait. Stan Uris avec son groupe de juifs, Bill Denbrough qui n'était pas capable de dire autre chose que Yahoo Silver, sans bégayer lamentablement, au point de vendre marteau. Beverly March avec ses bleus partout, ses cigarettes planquées dans les manches de sa blouse. Ben Hanscom, tellement gros que l'on aurait dit la version pipette de la baleine blanche. Richie Tossier, avec ses verres en cul de bouteille, ses 20 sur 20 en glace, sa grande gueule qui ne demandait qu'à se faire rectifier. Existait-il un mot pour les caractériser? Oh oui, il en existe toujours un, le mot juste. Dans ce cas précis, la bande de nouilles. Comme cela lui revenait, comme tout lui revenait. Et maintenant, il était là, debout dans son salon, tremblant de manière aussi incontrôlable qu'un clébard abandonné sous la tempête, tremblant parce que les types en compagnie, desquels il y avait couru, n'étaient pas tous ceux dont il se souvenait. Il y avait d'autres choses, des choses auxquelles il était resté des années sans penser, frissonnant juste en dessous de la surface, des choses sanglantes, une obscurité, une certaine obscurité. La maison de Nibble Street, par exemple, et puis hurlant Tu as tué mon frère, espèce de salopard. Se souvenait-il, juste assez pour ne pas vouloir s'en souvenir davantage, et l'on pouvait parier 3 poils là-dessus. Une odeur de détritus, une odeur de merde et une odeur de quelque chose d'autre, d'encore pire que tout le reste. C'était la pureté de la bête, la pureté de ça, dans les ténèbres en dessous de Derry, là où les machines grondaient sans interruption. Il se souvenait de George. Mais c'était trop, et il courut à la salle de bain, se cognant au passage dans son fauteuil Eames, ce qui faillit le faire tomber. Il y arriva, mais tout juste. Il glissa à genoux sur les carreaux lisses comme un danseur de Smurf excentrique, jusqu'aux toilettes dont il saisit les rebords, vomissant tripes et boyaux. Mais même après ça ne s'arrêtait pas. Il vit soudain George Denbrough, comme si c'était hier. Georgie, par qui tout avait commencé. Georgie qui avait été assassiné à l'automne 1957. Il était mort tout de suite après l'inondation. L'un de ses bras avait été arraché, et Rich avait chassé ce souvenir de sa mémoire. Mais parfois les souvenirs reviennent, oui, et comment? Les spasmes s'estompèrent, et Rich, à tâtons, chercha la poignée de la chasse. Son repas précédent, régurgité en jets violents, disparut élégamment dans la tuyauterie, dans les égouts, dans la pestilence et les ténèbres des égouts. Il rabattit le couvercle, y posa le front, et se mit à pleurer. C'était la première fois que ça lui arrivait depuis la mort de sa mère en 1975. Sans même y penser, il mit les mains en coupe sous ses yeux, et les lentilles de contact qu'il portait glissèrent dans ses paumes, où elles restèrent brillantes. 40 minutes plus tard, avec l'impression d'avoir été passé à la paille de fer, mais d'une certaine manière nettoyée, il jetait les valises dans le coffre de la MG et sortait en marche arrière du garage, le jour baissé. Il regarda sa maison avec ses plantations récentes, il regarda la plage et l'eau qui prenait une nuance d'émeraude pâle, rompue par une étroite bande d'or battu, et il eut la conviction qu'il ne reverrait jamais plus rien de tout cela, qu'il n'était qu'un homme mort qui marchait encore. Je rentre au pays, maintenant, murmura Rich Dozier pour lui-même. Je rentre au pays, et Dieu me vienne en aide. Il passa une vitesse et démarra, éprouvant de nouveau l'impression qu'il avait été étonnamment facile de se glisser dans cette fissure qu'il ne soupçonnait pas, à l'intérieur de ce qu'il considérait comme une vis solide, comme il était aisé de mettre le cap sur le côté sombre, de voguer hors du bleu pour foncer dans le noir. Hors du bleu dans le noir, oui, c'était exactement cela, l'endroit où n'importe quoi pouvait attendre. 3. Ben Hanscom prend un verre. Si, en cette soirée du 28 mai 1985, vous aviez voulu trouver l'homme que le magazine Time avait qualifié d'architecte le plus prometteur, peut-être des États-Unis, la conservation de l'énergie en milieu urbain et les jeunes turcs, Time, 15 octobre 1984, il aurait fallu commencer par emprunter la nationale 80 à la sortie d'Omaha
une station-service, une pharmacie et une quincaillerie spécialisée en petit matériel agricole. La seule entreprise ayant un vague air de prospérité dans le coin. Enfin, à l'extrémité de la voie principale, située un peu en retrait des autres constructions, comme un paria, en bordure du néant, se trouvait l'inévitable routier, la roue rouge. Si vous étiez arrivé jusque-là, vous auriez vu, dans le parking poussiéreux et truffé de nids de poules, une Cadillac 1968 sur le retour, avec deux antennes de CB à l'arrière. À l'avant, la plaque à frime annonçait simplement Benz Caddy. Et à l'intérieur, on vous dirige, en vous dirigeant vers le bar, vous auriez trouvé votre homme, un type efflanqué, tanné, en chemise à carreaux, jean délavé et bottes de mécano abachies. De délicates pattes d'oie lui partaient du coin de l'œil, mais en dehors de ça, il n'était pas ridé. Il faisait bien 10 ans de moins que son âge, et il en avait 38. Bonjour, monsieur Hanscom, dit Ricky Lee, en posant un apron de papier sur le bar, tandis que Ben prenait un tabouret. Ricky Lee paraissait légèrement surpris. En fait, il était beaucoup. C'était la première fois qu'il voyait Hanscom, un soir de semaine à la roue rouge. Il venait prendre 2 bières régulièrement, tous les vendredis, en fin de journée. Le samedi, il s'en accordait 4 ou 5. Il demandait toujours des nouvelles des 3 garçons de Ricky Lee, et laissant toujours le même pourboire de 5 $ en dessous du rond de carton lorsqu'il partait. À tout point de vue, professionnel comme personnel, il était de loin le client favori de Ricky Lee. Les 10 $ par semaine, à quoi s'ajoutait le billet de 50 que, depuis 4 ans, il glissait sans faute à la Noël sous le rond de carton. C'était très bien, mais la compagnie du personnage valait encore davantage. Les gens de bonne compagnie sont une rareté, mais dans un boui-boui comme celui-ci, où le niveau des conversations est en dessous de celui de la mer, ce sont de vrais merles blancs. En dépit de ses origines, la Nouvelle-Angleterre et de son éducation en Californie, Hanscom avait tout de l'extravagant texan. Si Ricky Lee comptait sur son passage rituel tous les vendredis et samedis, il avait de bonnes raisons pour cela. Que M. Hanscom construise un gratte-ciel à New York, il y avait déjà bâti 3 édifices les plus controversés des 5 dernières années. Un nouveau musée à Redondo, ou un immeuble de bureau à Memphis. Immanquablement, le vendredi soir, entre 8 h et 9 h 30, la porte qui donnait sur le parking s'ouvrait sur sa silhouette nonchalante, comme s'il habitait à l'autre bout du patelin et avait préféré faire un tour, faute d'un programme intéressant à la télé. Il possédait un Learjet et disposait d'une piste d'atterrissage privée sur sa ferme à Jenkins. 2 années auparavant, à Londres, il avait dessiné le nouveau centre de communication de la BBC, dont il avait supervisé la construction. L'immeuble avait fait également l'objet de controverses passionnées. Le Manchester Guardian, peut-être l'édifice le plus remarquable élevé à Londres depuis 20 ans. Le Daily Mirror, mis à part la tête de ma belle-mère après une cuite, la chose la plus laide que j'ai jamais vue. Ricky Lee s'était dit, quand Hanscom avait accepté ce travail, eh bien, je restais un bout de temps sans le voir. Peut-être qu'il finira par nous oublier complètement. Et en effet, le vendredi suivant, Ben Hanscom n'avait pas donné signe de vie, même si Ricky Lee n'avait pu s'empêcher de lever vivement la tête à chaque fois que s'ouvrait la porte du parking, entre 8 h et 9 h 30. On le verra plus tard peut-être. Plus tard fut le lendemain soir. La porte s'était ouverte à 9 h 15. Elle était tranquillement entrée, en jean et t-shirt, avec ses vieilles bottes de mécano, comme s'il venait de traverser la rue. Et lorsque Ricky Lee s'était crié d'un ton presque joyeux, « Hé, monsieur Hanscom, tout Jésus, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il avait eu l'air légèrement surpris, comme si sa présence était la chose la plus naturelle du monde. Pendant les 2 années que dura son contrat avec la BBC, cette visite hebdomadaire se renouvela. Il quitta Londres chaque samedi matin à 11 h en Concorde, expliqua-t-il à un Ricky Lee fasciné, et arrivait à Kennedy Airport à New York à 10 h 15, soit 45 minutes avant son départ de Londres, à en croire les horloges.
sur ses clients avec cette histoire. Peut-être est-il homosexuel, avait suggéré une fois une femme. D'un bref coup d'œil, Ricky l'avait jaugé. Permanente, vêtements, boucles d'oreilles, tous les désignés comme une BCBG de la côte Est. New York, probablement. Sans doute venu rendre visite à un parent ou une amie d'école et pressé de repartir. Non, avait-il répondu. Monsieur Hanscom n'est pas un PD. Comment le savez-vous avait-elle demandé, jouant avec une cigarette en attendant qu'il l'allumât, un léger sourire à ses lèvres dont le rouge brillait. Je le sais, c'est tout. Et c'était vrai. L'idée lui vint d'ajouter. Je crois que c'est l'homme le plus diablement solitaire que j'ai jamais rencontré. Mais il n'avait pas envie de se confier à cette New-Yorkaise qu'il observait comme une curiosité locale. Ce soir-là, M. Hanscom avait l'air un peu pâle et légèrement distrait. Salut, Ricky, dit-il. Il s'installa sur un tabouret et se mit à étudier ses mains. Ricky savait qu'il devait passer les 6 ou 8 prochains mois à Colorado Springs pour surveiller les travaux préliminaires d'un centre culturel des Rocheuses. Un vaste complexe de 6 bâtiments taillés à flanc de montagne. Quand ce sera terminé, les gens vont dire que ça ressemble à des jouets qu'un enfant géant aurait laissé traîner sur un escalier, avait expliqué Ben à Ricky. Pas tous, mais il y en aurait pour le dire. Ils n'ont pas tout à fait tort. Mais ça va marcher, je crois. C'est le truc le plus monumental que j'ai jamais entrepris, et la mise en place va être redoutable. Je crois pourtant que ça va marcher. Il a un peu le trac, s'était dit Ricky. Rien de surprenant à ça, rien de malsain non plus. D'ailleurs, plus on est connu, plus on prête le flanc aux attaques. Ou alors il souffrait d'une vague infection. Les microbes ne manquaient pas dans le coin. Ricky prit une chope propre et la plaça sous le robinet. Pas ce soir, Ricky. Ricky se tourna, surpris, et lorsque Ben Hanscom leva les yeux de ses mains, il eut un frisson de peur, car Ben Hanscom n'avait pas l'air d'avoir le trac ou la grippe, mais de quelqu'un qui vient de prendre un coup terrible et qui tente encore de comprendre ce qui l'a frappé. Il a perdu quelqu'un, il n'est pas marié, mais tout le monde a une famille et quelqu'un vient de clamser dans la sienne. C'est sûr et certain. Un client glissa dans une pièce dans le jukebox et Barbara Mandrell se mit à chanter les déboires d'un ivrogne et d'une femme seule. Vous vous sentez bien, monsieur Hanscom? Ben Hanscom regardait Ricky Lee avec des yeux qui avaient soudain 10, non 20 ans de plus que le reste de son visage. Avec étonnement, le barman s'aperçut que ses cheveux grisonnaient. C'était la première fois qu'il le remarquait. Hanscom sourit, d'un horrible sourire spectral. On aurait dit celui d'un cadavre. Pas tellement, Ricky dit. Non, monsieur, pas ce soir. Pas bien du tout, même. Ricky reposa la chope et se dirigea vers le coin du bar où Hanscom s'était assis. Le bar était aussi vide ce lundi soir qu'il pouvait l'être en dehors de la saison de football. Il y avait moins de 20 clients et Annie, assise près de la porte de la cuisine, faisait un château de cartes avec les menus. Mauvaise nouvelle, monsieur Hanscom. Mauvaise nouvelle, c'est le mot. Mauvaise nouvelle du pays. Il regarda Ricky. Non, il regarda à travers Ricky. Je suis désolé de l'apprendre, monsieur Hanscom. Merci, Ricky. Il se tut. Et Ricky était sur le point de lui demander s'il n'y avait rien qu'il pût faire pour lui lorsqu'Hanscom reprit. Quelle est la marque de votre whisky, Ricky? Pour tous les autres dans ce caboulot, c'est du Four Roses, mais pour vous, je crois que ce sera du Wild Turkey. Hanscom eut un léger sourire. Sympa de votre part, Ricky. En fin de compte, reprenez donc cette chope et remplissez-la de Wild Turkey. La remplir, s'exclama Ricky, franchement surpris. Seigneur, mais vous allez ressortir à quatre pattes, si je ne dois pas appeler une ambulance avant, ajouta-t-il en lui-même. Pas ce soir, je ne crois pas. Du regard, Ricky sonda brièvement Ben Hanscom pour vérifier qu'il ne plaisantait pas. En moins d'une seconde, il constata que non. Il prit donc la chope sur une étagère au-dessus du bar et la bouteille de Wild Turkey sur une autre en dessous. Le goulot de la bouteille cliqueta contre le bord de la chope quand il commença à verser. Il observait, fasciné malgré lui, la colle qui cloutait, mais il n'avait versé une telle dose
Il y avait certainement plus qu'une touche de texan chez Monsieur Hanscom. Appelez une ambulance, mon cul. Plutôt Parker and Waters, qu'ils viennent avec le corbillard. Il tendit malgré tout la chope à peine. Le père de Ricky lui avait dit une fois que si un homme avait tout son bon sens, il fallait lui donner ce qu'il demandait s'il le payait, que ce soit de la pistane ou du vitriol. Ricky ignorait si le conseil était bon ou non, mais il savait en revanche que lorsqu'on tient un bar, il vaut mieux laisser ses problèmes de conscience à l'entrée si l'on veut en vivre. Hanscom contempla la monstrueuse poisson pendant un moment, pensif, et demanda: Qu'est-ce que je vous dois pour un pot comme ça, Ricky? L'homme secoua lentement la tête, les yeux toujours fixés sur la chope pleine de whisky, peu désireux de croiser le regard vide de Ben. Rien, répondit-il, c'est offert par la maison. Hanscom sourit de nouveau, plus naturellement cette fois. Eh bien, je vous remercie, Ricky. Je vais maintenant vous montrer quelque chose que j'ai appris au Pérou en 1978. Je travaillais comme assistant de Frank Billings, qui était, à mon avis, le meilleur architecte du monde. Il a attrapé la fièvre et en est mort, en dépit de tous les antibiotiques que lui ont balancés les médecins. Ce sont les Indiens qui travaillent sur le projet qui m'ont fait connaître ce truc. Ils boivent un torboyau qui est plutôt raide, là-bas. Vous en prenez une gorgée et vous avez l'impression que ça passe tout seul. Puis tout d'un coup, c'est comme si quelqu'un venait d'allumer un chalumeau dans votre gorge. Mais les Indiens boivent ça comme du coca, comme du Coca-Cola. Pourtant, je les ai rarement vus ivres, et ils ignoraient que c'est que le mal. Ils ignoraient ce que c'est que le mal de tête, le mal à la tête. J'ai jamais été assez gonflé pour essayer moi-même. Alors, c'est cette nuit ou jamais. Apportez-moi donc ces quarts de citron là-bas. Ricky les prit et les disposa sur un apron propre, à côté de la chope de whisky. Hanscom en saisit un, pencha la tête en arrière comme s'il allait s'administrer des coups dans les yeux, et commença à presser les citrons dans sa narine droite. Tout Jésus! S'exclama Ricky horrifié. Hanscom déglutit. Son visage s'empourpra. Des larmes se mirent à couler sur ses joues plates en direction de ses oreilles. Sur le jukebox, les Spinners chantaient maintenant. Oh Seigneur, je ne sais pas si je vais pouvoir supporter cela. À tâtons, Hanscom prit un autre morceau de citron sur le bar et le pressa dans sa narine gauche. Nom de Dieu, vous allez vous faire sauter la caisse, murmura le barman. Hanscom rejeta sur le bar les morceaux de citron pressés. Il avait les yeux injectés de sang et respira à petites bouffées, grimaçant. Du jus de citron limpide découlinait de ses deux narines jusqu'aux commissures de ses lèvres. Toujours à tâtons, il s'empara de la chope du whisky, la souleva et en but le tiers. Ricky regardait, pétrifié, sa pomme d'Adam monter et descendre. L'architecte reposa la chope, eut deux frissons et hocha la tête. Il adressa un sourire à Ricky. Il n'avait plus les yeux rouges. Ça marche à peu près comme il le disait. On a tellement mal au nez qu'on ne sent absolument pas ce qui vous descend dans la gorge. Vous êtes cinglé, monsieur Hanscom. Un peu, mon neveu. Vous vous en souvenez de celle-là? On le disait quand on était gamin. Un peu, mon neveu. Je ne vous ai jamais raconté que j'étais gros autrefois. Non, monsieur, jamais. Fit Ricky dans un souffle. Il était maintenant convaincu que Ben Hanscom venait d'apprendre des nouvelles tellement épouvantables qu'il était devenu réellement cinglé, ou qu'il avait au moins perdu temporairement son bon sens. J'étais le gros lard classique. J'ai jamais joué au baseball ou au basket,
Ça, c'est la signature de Henry Bowers. Elle date de 1000 ans. Et j'ai de la chance de ne pas voir tout le reste de son nom dans la région. Monsieur Hanscom, l'architecte prit les deux autres quarts de citron, un dans chaque main, et inclina la tête en arrière comme s'il se mettait des coups dans le nez. Il frissonna violemment, posa les restes de fruits et but deux énormes rasades. Il frissonna une fois de plus, prit une troisième rasade, puis, à tâtons, les yeux fermés, attrapa le rebord rembourré du bar, comme un marin s'accroche à la rambarde par gros temps. Finalement, il rouvrit les yeux et sourit à Rikili. Je pourrais tenir le coup comme ça toute la nuit, dit-il. J'aimerais autant que vous en restiez là, monsieur Hanscom, répondit le barman, nerveux. Annie arriva avec son plateau et demanda deux bières. Rikili les tira et lui passa. Il se sentait les jambes en coton. Est-ce que monsieur Hanscom va bien, Rikili demanda-t-elle en regardant par-dessus son épaule. Le barman se tourna pour suivre son regard. Ben Hanscom était penché par-dessus le bar et pêchait des morceaux de citron dans le récipient où Rikili disposait les garnitures de cocktail. Je ne sais pas, répondit-il. On ne dirait pas. Eh bien, sors les mains de tes poches et fais quelque chose, répliqua la serveuse qui, comme la plupart des femmes, avait un parti pris favorable envers Hanscom. Je sais pas, mon paternel disait toujours que quand un type a tout son bon sens, ton père n'avait pas autant de cervelle qu'un lapin, alors laisse tomber l'ancêtre, arrête ça ou elle va se tuer. Ainsi muni de directives précises, Rikili retourna à l'endroit où se tournait l'architecte. Monsieur Hanscom, je pense que vous deux. Ben Hanscom se redressa, éternua, et renifla le jus de citron qui coulait de son nez, comme s'il s'agissait de cocaïne. Puis il ingurgita une rasade de whisky, comme si c'était de l'eau. L'air solennel, il regarda Rikili. Bing bang, j'ai vu tout le gang qui dansait sur mon tapis de padang, dit-il, ce qui le fit rire. Il restait peut-être 5 centimètres de whisky au fond de la chope. Ça suffit, dit Rikili, en tendant les mains vers le verre. Hanscom le repoussa doucement. Les dégâts sont déjà faits, Rikili, dit-il. Les dégâts sont déjà faits, mon garçon. Je vous en prie, monsieur Hanscom. J'ai quelque chose pour vos gosses, Rikili. Bon Dieu, j'ai failli oublier. Il porta une main à la poche de sa veste en jean délavé. On entendit un bruit étouffé de métal. Mon père est mort quand j'avais 4 ans, reprit-il. Son élocution était nullement altérée. En nous laissant un joli paquet de dettes. Et ça, je veux qu'ils aient. Et ça, je veux qu'ils aillent à vos enfants, Rikili. Il posa 3 $ d'argent au chariot sur le bar, qui brillèrent délicatement dans la lumière tamisée. Rikili retint sa respiration. C'est très gentil, monsieur Hanscom, mais je ne peux. J'en avais 4 dans le temps, mais j'en ai donné un à Bill le Beg et aux autres. Bill Denbrough, c'était son véritable nom, mais on l'appelait Bill le Beg. Comme on avait l'habitude de dire, un peu mon neveu. C'est l'un des meilleurs amis que j'ai jamais eu. J'en avais quelques-uns, voyez-vous, même un gros lard comme moi, comme j'étais en avait. Bill le Beg est écrivain maintenant. À peine Rikili l'écoutait-il, il contempla les dollars au chariot, fasciné. 1921, 1923 et 1924. Dieu sait ce qu'ils valent actuellement, ne serait-ce qu'au poids du métal. Je ne peux pas, répéta-t-il. Je me permets d'insister. Ben Hanscom étreignit l'anse de la chope qu'il fit à un trait. Il aurait dû se trouver complètement ramollo, mais ses yeux ne quittaient pas ceux de Rikili. C'étaient des yeux légèrement larmoyants, injectés de sang, mais le barman aurait juré sur une pile de Bible que c'étaient aussi ceux d'un homme tout à fait lucide. Vous me fichez la frousse, monsieur Hanscom, dit Rikili. 2 années auparavant, un poivreau invétéré du nom de Gresham Arnold s'était présenté à la Roue Rouge avec un rouleau de pièces de 25 cents à la main et un billet de 20 $ affiché dans le ruban de son chapeau. Il avait tendu les pièces à hargner avec mission d'alimenter les jukebox en permanence. Puis il avait posé le billet sur le bar et demandé à Ricky de payer une tournée générale. Si Gresham Arnold avait eu son heure de gloire comme joueur de basket pour les Hemingford Rams, leur permettant d'emporter pour la première fois, et vraisemblablement la dernière, le championnat scolaire senior. C'était en 1961. Un avenir brillant souriait au jeune homme, mais il s'était fait étendre lors des
semestre suivant, victime de l'alcool, de la drogue, des soirées qui se prolongeaient tard. Il revint chez lui, bousilla les décapotables jaunes que ses parents lui avaient offertes pour ses succès passés, et prit un poste de responsable des ventes dans l'entreprise de son père, agent de John Deere, matériel agricole. 5 ans passèrent. Son père se sentait incapable de le remettre à la porte, et revendit donc son fonds pour prendre sa retraite en Arizona. Chagrin, vieilli avant l'âge, ce qui semblait être l'irréversible et inexplicable dégringolade de son rejeton. Tant que l'entreprise avait appartenu à son père, Arnold avait au moins fait semblant de travailler, s'efforçant de ne pas succomber à la boisson. Mais après, il en était devenu l'esclave. Il pouvait être mauvais, mais il s'était montré doux comme un agneau le soir où il était arrivé avec son rouleau de pièces et où il avait payé le coup à tout le monde. Chacun l'avait remercié, et Annie avait pris soin de faire passer des disques de Moe Brandy, car Arnold Gresham aimait Moe Brandy. Pardon. Il était resté au bar, perché sur ce même tabouret qu'occupait en ce moment Ben Hanscom, se rendit compte que Ricky Lee, avec une inquiétude grandissante, y avait bu 3 ou 4 bourbons chantonnés avec le jukebox, sans faire d'ennui. Puis il était rentré chez lui, à la fermeture de la roue rouge, et s'était pendu à l'aide de sa ceinture dans une pièce du haut. Cette nuit-là, les yeux de Gresham Arnold avaient une expression assez voisine de ceux de Ben Hanscom aujourd'hui. « Je vous file la frousse, moi ?» demanda Hanscom, toujours sans quitter Ricky des yeux. Il reposa la chope et croisa les mains d'un geste ferme, devant les 3 dollars d'argent. « Ce doit être vrai, reprit-il. Vous n'avez sûrement pas autant de la frousse que moi, Ricky Lee, et priez le Seigneur de ne jamais connaître ça. » « Mais qu'est-ce qui se passe ?» demanda le barman en passant la langue sur les lèvres. Peut-être pourrais-je vous aider. Ce qui se passe, Ben Hanscom eut un petit rire. Rien d'extraordinaire. J'ai reçu un coup de fil d'un vieil ami ce soir, un type du nom de Mike Hanlon. Je l'avais complètement oublié, mais ce n'était pas ça qui m'a fichu la frousse. Après tout, nous étions des gosses à l'époque, et les gosses oublient, non? Un peu mon neveu qui t'oublie. Ce qui m'a fichu la frousse, c'est d'être arrivé à mi-chemin jusqu'ici et de me rendre compte que ce n'était pas seulement Mike que j'avais oublié, mais tout ce qui concernait mon enfance, absolument tout. Ricky le regardait sans rien dire. Il n'avait pas la moindre idée de ce que ce discours signifiait, mais l'homme avait peur, c'était visible, très peur. Assez bizarre de la part d'un personnage comme Ben Hanscom, mais ce n'était pas du chiquet. Je dis bien absolument tout, insista-t-il en frappant le bar de ses doigts repliés. Avez-vous jamais entendu parler, Ricky Lee, de quelqu'un victime d'amnésie au point de ne même pas se rendre compte qu'il est amnésique? Ricky Lee secouait la tête. Moi non plus, et voilà que je me suis retrouvé dans la Cadillac ce soir, et que ça m'est tombé dessus d'un seul coup. Je me souvenais de Mike Hanlon, mais seulement parce qu'il venait de me téléphoner. Je me souvenais de Terry, mais uniquement parce que c'était là qu'il m'appelait. Terry, mais c'était tout. J'étais frappé par le fait de ne pas avoir une seule fois pensé à mon enfance depuis je ne sais pas quand. Et alors, juste comme ça, la marée des souvenirs a commencé à m'envahir, comme par exemple ce que nous avions fait du 4e dollar. Et qu'en avez-vous fait, monsieur Hanscom? L'architecte regarda sa montre et se laissa soudain redescendre de son tabouret. Il chancela légèrement, très légèrement, ce fut tout. Je ne peux pas laisser filer le temps comme ça. Je prends l'avion cette nuit. Ricky Lee retrouva instantanément son air inquiet et Ben Hanscom se mit à rire. Je prends l'avion, mais je ne le pilote pas cette fois. United Airlines, Ricky Lee. Ah bon? Il se dit que son soulagement devait se voir, mais il s'en moquait. Et où allez-vous? Hanscom n'avait pas encore refermé sa chemise. Pensif, il contemplait
de ce visage, le visage d'un homme mort en plein péché capital et qui se tient à l'entrée des portes fumantes de l'enfer. J'étais gros et nous étions pauvres, fit Ben Hanscom. Ça me revient maintenant. Je me souviens aussi de cette fille, Beverly, ou de Bill le Beg, qui m'a sauvé la vie avec le dollar d'argent. J'ai peur à en être fou de tout ce que je risque de me rappeler avant la fin de la nuit, mais peu importe à quel point je crève de frousse, car les souvenirs vont remonter. Tout est là, comme une grosse bulle qui ne cesse de croître dans ma tête, mais je vais y aller, parce que tout ce que j'ai jamais eu et tout ce que j'ai maintenant, c'est d'une manière ou d'une autre à ce que nous avons fait alors que je le dois. Et dans ce monde, on paye toujours pour ce qui nous est donné. Peut-être est-ce pour ça que nous commençons par être des gosses. Tu nous as fait près du sol, car il sait que nous sommes destinés à tomber souvent et à saigner beaucoup avant qu'on se soit rentré cette simple leçon dans la tête. On paye pour ce que l'on obtient, on possède ce pour quoi on a payé, et tôt ou tard, ce que l'on possède nous revient en pleine gueule. On vous revoit le week-end prochain, n'est-ce pas demanda Ricky Lee, les lèvres sèches, dans son malaise grandissant. C'est la seule chose à laquelle il était arrivé à se raccrocher. On vous verra comme d'habitude, n'est-ce pas? Je ne sais pas, dit Ben Hanscom avec un sourire terrifiant. Je vais beaucoup plus loin que Londres cette fois-ci, Ricky Lee. Monsieur Hanscom, donnez les dollars à vos gosses, répéta-t-il. La porte se referma sur lui. Mais nom de Dieu, qu'est-ce que demanda Annie. Ricky l'ignora, et poussant le battant qui fermait le bar, courut jusqu'à l'une des fenêtres qui donnait sur le parking. Il vit allumer les phares de la Cadillac et entendit le moteur ronronner. Le véhicule quitta le parking en soulevant un nuage de poussière, puis les feux de position arrière se réduisirent à 2 points rouges sur la nationale 63, et le vent nocturne du Nebraska dissipa la poussière. Il s'est envoyé les 3 quarts d'une bouteille de gnôle, et tu le laisses partir dans cette énorme bagnole, s'exclama Annie. Ce ne sont pas des façons, Ricky. Ne t'en fais pas. Il va se tuer. Et alors que c'était précisément ce que s'était dit Ricky moins de 5 minutes auparavant, elle se tourna vers elle, quand les feux de position furent hors de vue, et secoua la tête